Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du meilleur comic book de tous les temps, Watchmen. Ouais, ça attaque super fort dès le départ, ouais. Alors attention, dans cette vidéo, on ne parlera que du comic book publié entre 1986 et 1987 par DC Comics. Pas de son préquel Before Watchmen, ni de sa suite Doomsday Clock, ni du film de Zack Snyder, et encore moins de la série HBO dont la diffusion vient seulement de commencer. Tout simplement parce qu'il y a déjà bien assez à dire comme ça sur l'œuvre originale. Et justement, Watchmen, ça raconte quoi ? D'abord publié comme une série de 12 numéros et ensuite compilé en roman graphique, Watchmen est un récit uchronique prenant place en 1985 dans une Amérique où Richard Nixon a été réélu pour un 5e mandat, après que les États-Unis aient gagné la guerre du Vietnam grâce à un surhomme tout-puissant, le Docteur Manhattan. Alors que la guerre froide est sur le point de mener à un conflit nucléaire dévastateur entre les USA et l'URSS, le comédien, un ancien justicier masqué, est retrouvé assassiné. Malgré le vote d'une loi interdisant aux super-héros d'exercer, Rorschach, dernier vigilant costumé à braver l'interdit, décide d'enquêter en rendant visite à ses anciens collègues. Quelqu'un semble s'en prendre au justicier à la retraite et il est bien décidé à faire la lumière. Un pitch simple mais déjà fortement accrocheur sur lequel je reviendrai tout à l'heure. L'histoire de Watchmen en tant qu'œuvre littéraire commence en 1983, lorsque DC Comics rachète les droits de l'éditeur Charlton Comics, ajoutant à son catalogue de nombreux personnages comme la Question, Blue Beetle ou encore Captain Atom. Le scénariste Alan Moore, qui avait déjà en tête une histoire tournant autour de l'assassinat d'un super-héros, contacte l'éditeur en chef de DC Comics, Dick Giordano, pour lui soumettre son idée. Il voudrait utiliser les personnages de Charlton pour son récit. Si Giordano est réceptif au pitch proposé par Moore, il l'est beaucoup moins à l'idée de tuer des héros pour lesquels DC Comics vient de dépenser de l'argent. Il encourage alors le Britannique à poursuivre son travail, mais avec des personnages spécialement créés pour l'occasion. Peu convaincu, Moore finit par se dire que si ces nouveaux super-héros sont assez développés et caractérisés, tout en ressemblant à des archétypes connus du public, il a une chance que ça fonctionne. Cela explique notamment pourquoi la série alterne entre action dans le présent et flashback racontant les origines des personnages. Ayant eu vent du projet d'Alan Moore, le dessinateur Dave Gibbons, qui avait déjà collaboré avec lui par le passé, propose de travailler sur cette nouvelle mini-série. Moore accepte et DC Comics donne son feu vert aux deux artistes qui commencent alors à travailler sur ce qui deviendra Watchmen. Première bande dessinée à recevoir le prestigieux prix Hugo récompensant les œuvres de science-fiction, Watchmen va profondément marquer le monde des comic books par sa richesse démentielle et ses nombreux niveaux de lecture, s'imposant encore aujourd'hui comme un incontournable absolu. Attention, à partir de maintenant, ça va spoiler à mort, alors si vous n'avez jamais lu Watchmen et que vous ne voulez pas que je vous gâche votre plaisir, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant et de revenir plus tard. Watchmen, c'est avant tout un contexte, celui de la guerre froide. Évidemment, aujourd'hui, cette époque paraîtra peut-être un peu floue à ceux qui découvrent le récit. Pour rappel, la guerre froide est une période de tension entre deux blocs géographiques. D'un côté les États-Unis et leurs alliés, dont la France, et de l'autre l'URSS et ses alliés, comme Cuba. Elle s'étend de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la chute des régimes communistes en 1989 et se démarque par le fait que le terme guerre est ici bien plus figuré que dans les précédents conflits que le monde a pu connaître au cours du XXe siècle. En effet, il s'agit avant tout d'un affrontement idéologique et économique opposant deux modèles diamétralement opposés. Cette période est marquée par plusieurs crises et incidents relevant plus ou moins le niveau de tension, sans pour autant mener à un conflit armé d'envergure entre les deux puissances. Cela dit, Watchmen est une uchronie, ce qui veut dire que le conflit tel qu'il est présenté dans la BD est assez différent de la réalité de 1985. Comme je le disais, le scandale du Watergate n'a jamais eu lieu, Richard Nixon est encore président et la guerre du Vietnam s'est soldée par une victoire des États-Unis, faisant de ce territoire le 51e État. Le principal point commun entre la fiction et la réalité, c'est la peur de l'atome. La guerre froide est en effet marquée par une course à l'armement et plus particulièrement à l'armement nucléaire. Depuis Hiroshima et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la menace d'un conflit atomique planétaire est très présente. Chaque puissance craignant d'être attaquée par l'autre, elles entrent dans une compétition qui se résume clairement à savoir qui aura la plus grosse. Dans Watchmen, cette compétition est faussée par le docteur Manhattan, alias John Osterman. Fils d'horloger ayant abandonné l'idée de suivre le chemin de son père après qu'Einstein ait rendu public sa théorie de la relativité, John devient scientifique et se spécialise dans la physique nucléaire.
Accidentellement désintégré lors de l'une de ses expériences, il va parvenir à reconstituer lui-même son enveloppe corporelle, réapparaissant sous les traits du docteur Manhattan, un être omnipotent et omniscient qui va changer la face du monde. Utilisé comme un moyen de dissuasion et même comme une arme par son pays, John va participer à la victoire américaine au Vietnam et faire pencher la balance dans le conflit face au bloc soviétique, ce qui aura surtout pour effet d'attiser les tensions. Ce qui nous amène à la première particularité de Watchmen, chacun des personnages peut être vu comme LE personnage principal de l'histoire. Si le comédien meurt au début du récit, de nombreux flashbacks nous permettent d'en apprendre un peu plus sur lui, et il apparaît très rapidement comme un individu assez détestable. Violent, porté sur tous les excès, raciste, misogyne, sa longue liste de défauts compense assez rapidement le peu de qualités qu'on chercherait à lui trouver. Cependant, on comprend vite qu'il est lié à tous les autres protagonistes et que d'une façon ou d'une autre, et qu'il le veuille ou non, il aura influencé leur vision du monde. S'il est ouvertement cynique, le point de vue du comédien est aussi parfois tristement réaliste. Avatar du rêve américain qui pourrait tout aussi bien être un cauchemar, Eddie Blake a compris que les périodes de troubles que traverse perpétuellement notre monde à différents endroits du globe sont idéales pour les individus tels que lui, cherchant à extérioriser leurs pulsions les plus primaires. Son mantra, selon lequel tout n'est qu'une farce, synthétise la noirceur du monde dans lequel il vit. Toute action y est vaine et se solde par un échec, faisant de l'amusement le seul objectif acceptable car dénué d'enjeu. Et puis l'assassinat du comédien est évidemment l'élément déclencheur de Watchmen, sans qui Rorschach n'irait pas rendre visite à ses anciens camarades. Beaucoup de lecteurs ont tendance à voir Rorschach comme le héros de Watchmen, ce qui est d'après moi une grosse erreur. Certes, son enquête sert de fil conducteur, et il est sûrement le personnage que l'on suit le plus au cours du récit, mais cela n'en fait pas nécessairement quelqu'un de très sympathique pour autant. À travers les notes de son journal, on découvre son caractère réactionnaire et antipathique. Sa vision monomaniaque de la justice le pousse à adopter des comportements extrêmes et violents qui se rapprochent souvent de ceux du comédien. Une tendance qu'il assume totalement face à Ozymandias lorsqu'il dit que si les idées de Blake faisaient de lui un nazi, alors il peut lui aussi être considéré comme tel. Son passé est un élément essentiel, il explique son besoin de revanche et de repères dans un univers où tout a été démystifié. Et sa rancœur envers ses anciens coéquipiers, à qui il reproche d'avoir abandonné leur rôle de justicier en se soumettant à la loi Keane, reflète sa psychorigidité et son refus des compromis. Bien entendu, Rorschach est aussi l'incarnation du vigilant né de l'échec de notre système. Rendant justice en usant de méthodes expéditives là où les autres ont abandonné, son comportement peut sembler séduisant dans un monde dénué de principes où les criminels passent à travers les mailles du filet. Et sur ce point, Rorschach est en opposition avec la vision du hibou. Dan Dreiberg, alias Night Owl, est bien plus proche de l'idée que l'on se fait d'un super-héros classique. Passionné d'ornithologie, il succède au policier Hollis Mason sous le masque du hibou et développe de nombreux gadgets pour l'aider dans sa lutte contre le crime. Il correspond de façon assez claire à l'archétype du héros nocturne, héritier des pulps et adepte de la technologie comme Batman. Si Dan fait preuve d'un caractère effacé, le rendant presque transparent aux yeux de ceux qui l'entourent, il n'en garde pas moins un sens de l'héroïsme très développé. Pourtant, le hibou est aussi perçu comme un loser soumis à la fatalité et incapable de prendre sa vie en main pour s'imposer, simple spectateur dans un monde qui tourne très bien sans lui. Il est finalement la métaphore de notre impuissance face aux forces et aux événements qui nous dépassent. Si bien que malgré le fait que beaucoup le verront comme un héros très secondaire, il est sans conteste celui auquel il est le plus facile de s'identifier. Et il est avec le Spectre Soyeux l'un des seuls personnages de Watchmen que l'on peut considérer comme ce que l'on appelle un gentil dans la vision manichéenne de la fiction. Le Spectre Soyeux qui est la seule femme parmi les personnages principaux de Watchmen. Si on s'arrête à ça, on aurait vite fait de considérer l'œuvre d'Alan Moore et Dave Gibbons comme sexiste. Mais évidemment, si vous faites un tout petit effort de réflexion, vous verrez que ce n'est pas le cas. Watchmen étant aussi un comic book qui parle de comic book, il est parfois le reflet des travers du médium, notamment de la sous-représentation des personnages féminins et leur utilisation en tant qu'objet scénaristique plutôt que comme véritable protagoniste. Pour être franc, je ne sais pas si Alan Moore l'a vraiment pensé comme ça, mais avec le recul, et parce que Watchmen est une œuvre qui se redécouvre sans cesse, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le Spectre Soyeux est aussi un symbole de pureté et d'optimisme dans un monde ravagé par la folie des hommes et la compétition permanente pour la domination du globe. Un rôle qui, dans un monde dominé par des héros masculins et amoraux, ne pouvait revenir qu'à une femme, potentiellement plus à même de nous guider vers le renouveau que nous attendons, avec toute la symbolique que ça implique. Pourtant, dans Watchmen, celui qui veut changer le monde, c'est plutôt Ozymandias. S'il n'est pas considéré comme un surhomme à l'image du docteur Manhattan, Adrian Veidt a la réputation d'être le plus intelligent des mortels et de posséder des capacités physiques extraordinaires.
Ayant abandonné sa carrière de super-héros pour se consacrer aux affaires, il est montré comme un individu solitaire à l'air supérieur et plutôt mystérieux dans ses intentions, tout du moins au départ. Se voyant comme l'héritier d'Alexandre le Grand, il rêve d'unir les peuples. Pour lui, le monde est dans une situation insoluble et seul un événement sans pareil pourra pousser les gens à abandonner leurs éternelles querelles pour s'unir face à une menace commune. Cette idée, couplée à sa mégalomanie, va le pousser à élaborer un plan machiavélique pour le bien de tous, ce qui est assez paradoxal. En faisant croire à une attaque extraterrestre et en tuant des millions de personnes, il espère mettre un terme à la guerre froide et à la menace d'un conflit nucléaire, établissant ainsi la paix mondiale. Pour protéger son secret, il va jusqu'à assassiner le comédien, convaincre le docteur Manhattan qu'il est responsable du cancer de son ex-compagne et faire accuser Rorschach de meurtre. On peut dire que son respect pour la vie humaine est assez relatif. Ozymandias est sûrement mon personnage préféré dans Watchmen, parce qu'il fait partie de ces vilains qui n'en sont pas vraiment. Ses intentions sont louables, mais ses méthodes n'ont rien de celles d'un défenseur de la justice. Il incarne une vision plus globale et réaliste du monde. Bannissant l'idéalisme, il a embrassé l'idée selon laquelle on n'a rien sans rien et que les sacrifices les plus inimaginables sont parfois nécessaires. Et je crois que c'est ça la vraie magie de Watchmen. Tous ces personnages ont à la fois tort et raison. Aucun n'a de solution toute faite et chacun a sa propre vision du monde, découlant de son passé et de son parcours en tant que super-héros. Aussi, cet aspect de l'histoire permettra au lecteur d'en apprendre un peu plus sur lui-même. En fonction du personnage qui retient le plus votre attention, ou que vous considérerez comme le plus important, ou auquel vous vous identifierez le plus facilement, vous saurez si vous êtes plutôt un optimiste, un réaliste ou un fataliste. Sachant bien évidemment que l'idéal se situe un peu au milieu de tout ça. Mais au-delà de cet aspect digne d'un test de personnalité d'un magazine People, les héros de Watchmen sont avant tout une magistrale mise en œuvre de la déconstruction du mythe super-héroïque cher à Alan Moore. Très éloigné des clichés classiques de la bande dessinée américaine, il cristallise les travers de notre société et brise l'image parfaite du super-héros lisse et irréprochable. Si cette tendance est apparue dès l'âge de bronze avec des séries comme Green Lantern, Green Arrow chez DC ou Iron Man chez Marvel, Watchmen ne fait pas des traits de caractère de ses personnages une faiblesse, mais un standard. En proie au doute, à la colère et à la frustration, le fait de porter un masque ne leur fait pas oublier qu'ils ne sont que des hommes, une approche bien différente des points faibles classiques des super-héros, comme la kryptonite de Superman par exemple. Et si Alan Moore aime tant briser les codes, c'est aussi parce qu'il est fasciné par le sacré et l'aspect divin des super-héros. Tout dans Watchmen renvoie à une vision quasi religieuse des personnages, si bien qu'on peut parfois y faire un parallèle avec la Bible. Comme je le disais tout à l'heure, le hibou et le spectre soyeux sont les rares personnages un tant soit peu optimistes de Watchmen, annonçant le renouveau dans un monde prêt à basculer dans le chaos. Si leur univers est plus proche de l'enfer que du jardin d'Éden, on peut voir dans leur couple une sorte de nouvelle incarnation d'Adam et Ève, le serpent étant représenté par à peu près tout ce qu'il y a autour d'eux. Rorschach, lui, est un martyr, tel un saint prêt à mourir pour diffuser son message, ne faisant aucune concession et persécuté par l'État, comme pouvaient l'être les premiers chrétiens. Quant au docteur Manhattan, il est évidemment le Messie, Dieu parmi les mortels. Cependant, contrairement au Christ, il cédera à la tentation en quittant sa compagne pour une femme plus jeune et finira par se désintéresser des hommes. Ses pouvoirs le coupant de plus en plus de la réalité, il abandonnera son rôle de sauveur pour endosser celui de créateur sur une autre planète. Ozymandias pourrait facilement être comparé à Judas, trahissant ce en quoi il croit, et même si sa motivation initiale peut paraître plus noble. Cette idée rejoint également une critique plus évidente et plus sociale. Si nous cherchons depuis toujours des guides, incarnés par des personnes en apparence parfaites et toutes puissantes, notre salut ne viendra peut-être pas d'eux. Mais il ne viendra pas non plus par une anarchie totale faisant l'apologie de la justice populaire et de l'autodéfense. Un phénomène en pleine expansion aux États-Unis à l'époque de la parution de Watchmen est symbolisé ici par Rorschach. Encore une fois, cela confirme que les héros de Watchmen ne sont en aucun cas des modèles. Déchirés entre le bien et le mal, l'abandon et la persévérance, ils ne peuvent faire face seuls à toutes les turbulences que traverse notre monde. Et pour tout un tas de raisons, Watchmen est un comic book qui fait date. La guerre du Vietnam est un élément majeur de l'histoire des États-Unis. La défaite subie par le pays est un traumatisme pour toute une génération et elle a notamment eu pour conséquence de pousser les Américains à se recentrer sur leurs propres problèmes, y compris dans la bande dessinée, participant au passage de l'âge d'argent, une période plus légère et fantaisiste, à ce que l'on appelle aujourd'hui l'âge de bronze, époque où les auteurs se sont intéressés aux sujets de société qui agitaient les USA. La guerre du Vietnam joue également un rôle très important dans Watchmen, puisque son issue définit le nouveau visage du monde dans lequel vont évoluer nos héros, un visage qui va influencer tous les artistes et éditeurs de l'époque. Et il faut rajouter à ça que Watchmen, c'est une BD sur la BD.
En entrecroisant les époques, Moore revisite aussi l'histoire des comic books de super-héros, donnant une direction très méta à son récit. Il va ainsi créer une tendance qui ne cessera de se développer et qui contribuera, elle aussi, à travers les travaux d'auteurs comme Grant Morrison, Garth Ennis ou encore Warren Ellis, à déconstruire le mythe du super-héros. Le succès de Watchmen, mais aussi de The Dark Knight Returns de Frank Miller, va en effet orienter le monde des comics dans une nouvelle direction, plus sombre, plus adulte, avec des héros torturés qui se remettent plus souvent en question. Si ces deux œuvres ont longtemps été considérées comme le point de départ de l'âge moderne de la bande dessinée américaine, plus de 30 ans après leur publication, on pourrait dire aujourd'hui qu'elles marquent le début d'une période à part entière que certains nomment Dark Age et qui s'étend jusqu'à la fin des années 90. Ainsi, de façon plus ou moins consciente peut-être, en changeant le cours de l'histoire dans son récit, Moore donne naissance à un nouvel âge pour ce monde imaginaire, mais aussi pour la bande dessinée telle que nous la connaissons, la boucle est bouclée. Et Watchmen, c'est aussi plein de détails, plein de tout petits détails partout. Parmi la multitude de détails parsemés dans la série, il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention. Les morceaux de sucre retrouvés dans la poche de Rorschach qui confirmeront les soupçons des policiers au domicile du hibou. Un détail pas indispensable, mais diablement efficace, qui confirme que nous ne sommes pas face à une simple histoire de super-héros. Chaque élément est réfléchi et disposé méticuleusement au fil du récit. Moore ayant un sens du détail très aiguisé, il se demande quels personnages peuvent bien occuper les pages des comics dans l'univers de Watchmen où les super-héros existent bel et bien. Il conclut que dans ce monde très différent du nôtre, les pirates sont les superstars de la BD. Si cette idée peut paraître anecdotique, elle reflète à elle seule tout le génie créatif de l'auteur et sa volonté de rendre son univers cohérent. Mais il ne s'arrête pas là en matière d'univers étendu. Chaque numéro de la série est en effet complété par différents écrits, tirés du livre de Hollis Mason, le premier hibou, ou par des coupures de presse, participant à rendre tout le background de Watchmen plus clair et réaliste pour le lecteur. Cette démarche est assez unique à l'époque et donne le ton à la fois cynique et adulte de l'histoire de Watchmen, qui critique de façon globale les médias, la désinformation généralisée et les petits arrangements avec la vérité historique. Une critique qui existe jusque dans la fin ouverte du récit, laissant entrevoir des possibilités infinies des plus réconfortantes aux plus sombres. Comme je le disais, on trouve derrière Watchmen deux pointures de la bande dessinée, Alan Moore et Dave Gibbons. Né en 1953 dans un milieu très modeste, Alan Moore est poussé par ses parents à sortir de la misère par l'éducation, lisant à un rythme très soutenu dès son plus jeune âge. C'est à 6 ans qu'il découvre les comics mettant en scène les super-héros américains, véritable révélation pour lui. Exclu du système scolaire pour sa consommation de stupéfiants, Moore vit de petits boulots et consacre beaucoup de son temps au dessin et à l'écriture. Malgré des débuts difficiles, son travail attire l'attention d'Alan Grant, rédacteur en chef du magazine de science-fiction 2000 AD, qui lui confiera l'écriture de nombreuses histoires. Au début des années 80, la plume de Moore lui permet d'écrire pour Marvel UK, la branche anglaise de la Maison des Idées, avec plusieurs histoires consacrées à Doctor Who et à Star Wars avant d'obtenir sa série régulière, Captain Britain. Pour le magazine Warrior, il écrit V pour Vendetta et Marvel Man, renommé plus tard Miracle Man. Déjà à l'époque, avec Captain Britain et Miracle Man, Alan Moore casse les codes classiques des histoires de super-héros, tandis que la dystopie de V pour Vendetta met en scène un personnage anarchiste et véhicule un fort message politique. Le succès critique qu'il rencontre attire l'attention de DC Comics et plus particulièrement de Len Wein qui lui propose de redynamiser sa création Swamp Thing. Moore fait ainsi ses premiers pas en tant que scénariste chez un éditeur américain en transformant en profondeur la créature du marais. Il réalisera par la suite de nombreuses histoires pour DC Comics, dont le célèbre Killing Joke, aussi acclamé que controversé, ou encore Qu'est-il arrivé à l'homme de demain, qui imagine la dernière aventure de Superman. En désaccord avec la politique de l'éditeur, Moore quitte DC Comics et continue à travailler chez les indépendants. Il écrit From Hell pour l'anthologie Taboo, collabore avec Image Comics, puis crée la collection America's Best Comics pour Wildstorm, qui publiera des séries comme La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Tom Strong ou encore Top 10. À partir des années 2000, Alan Moore s'éloigne progressivement de l'univers des comics, ne se consacrant qu'à l'écriture de quelques séries indépendantes et empreintes de ses prises de position sociales et politiques et de son intérêt pour la magie. Réfractaire aux adaptations de son travail au cinéma, il va jusqu'à refuser les royalties. De plus en plus distant, il renie aujourd'hui une partie de ses créations, considérant les comics comme des œuvres figées ayant tendance à se complaire dans une vision immature de leurs personnages, tout en oubliant qu'elles devaient être accessibles à tous. Une vision paradoxale quand on sait que Moore a lui-même participé à donner ses lettres de noblesse à la bande dessinée de super-héros, notamment avec son travail sur Watchmen. Mais quoi qu'il en soit, il reste une figure incontournable des comics, qui s'est efforcé tout au long de sa carrière de bousculer les règles établies, cassant les codes des récits de justiciers costumés, participant ainsi à la déconstruction du mythe super-héroïque.
Jusqu'au boutiste, anarchiste, à la fois misanthrope et en constante réflexion sur le monde qui l'entoure, Moore est un artiste complet dont la vision est aussi fascinante que profonde. Je vous recommande d'ailleurs la série d'interviews qu'il a donnée à Arte, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et quand on parle de Watchmen, on pense toujours à Alan Moore et beaucoup moins souvent à Dave Gibbons, ce qui est une erreur monumentale. En effet, si Moore déconstruit le mythe et la narration, Gibbons, lui, déconstruit la forme. Né à Londres en 1949, Dave Gibbons débute sa carrière dans le monde des comics comme lettreur avant d'obtenir le poste de directeur artistique de 2000 AD à la création du magazine. Il travaille ensuite sur la série Doctor Who de Marvel UK avant de collaborer avec DC Comics pour le marché américain. Son style clair et précis a quelque chose d'assez intemporel, ce qui le rend particulièrement accessible. Le découpage de Watchmen est incroyablement cinématographique, chaque plan reflétant un calcul méticuleux et un sens du détail particulièrement développé chez Gibbons. Le choix de réaliser une bonne partie des pages en utilisant des tableaux de 9 cases donne une certaine cohérence à l'ensemble, tout en faisant référence aux comic books classiques de Charlton, notamment à ceux de Steve Ditko sur la question Blue Beetle. Son trait chirurgical joue par exemple un rôle majeur dans le fait que Watchmen ait pu être considéré après sa publication comme un roman graphique, alors que le comic book a clairement été conçu comme une œuvre sérielle, à suivre au fil de sa parution. Lorsqu'on lit Watchmen, on a l'impression de faire face à un tableau compact et cohérent malgré sa richesse et sa trame scénaristique étalée dans le temps. Un ressenti qui peut sûrement être mis en parallèle avec la méthode de travail des auteurs au sein de 2000 AD, dont le rythme de parution hebdomadaire implique pour eux de fournir chaque semaine un épisode de quelques pages qui doit s'imbriquer dans une continuité plus massive. Et Gibbons offre ici une puissance graphique incroyable dans des scènes qui resteront à jamais comme des modèles de symbolisme en bande dessinée. Si vous avez kiffé Watchmen et que vous voulez aller un petit peu plus loin, voici quelques conseils de lecture. Pour découvrir les héros qui ont inspiré Alan Moore, je vous conseille Les Gardiens de Terre 4 du génial Steve Ditko. Et pour mieux comprendre le passé des personnages de Watchmen, lisez Before Watchmen Minutemen du regretté Darwyn Cooke, tous deux publiés en français chez Urban Comics. Toujours chez Urban Comics, je vous recommande de lire le travail d'Alan Moore sur Swamp Thing, ainsi que les derniers jours de Superman. Et pour continuer à explorer la vision du maître en ce qui concerne le mythe super-héroïque, plongez-vous dans Miracle Man ou Suprême. Les amoureux de personnages badass trouveront leur plaisir dans les pages de The Boys par Garth Ennis et Darick Robertson, ou dans The Authority, qui présente sans doute la vision la plus moderne de ce que peut être une équipe de super-héros. Enfin, si vous voulez découvrir d'autres comics qui flirtent avec le méta, lisez la Doom Patrol de Grant Morrison, Planetary de Warren Ellis, Airboy de James Robinson, ou encore The Escapist de Brian Kevogan. La liste est encore longue, mais ça devrait déjà vous donner quelques heures de saine lecture en perspective. Évidemment, et malgré le titre de cette vidéo, je n'aurai pas la prétention de fournir une analyse parfaite de Watchmen. Premièrement, parce que c'est une œuvre tentaculaire et intemporelle aux multiples niveaux de lecture et dont l'approche peut être revue très régulièrement. Deuxièmement, parce que chacun aura sa propre vision de Watchmen, parfois plus personnelle, parfois plus technique, parfois moins claire, et c'est ça qui fait la richesse d'une œuvre, mais aussi sa popularité et son universalité. Pour ma part, je vais aller lire Jérusalem d'Alan Moore et je pense que ça va être un tout petit peu long. Tout petit peu. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.